Depuis 3 ans maintenant. Chaque 2 août est consacré à la commémoration des milliers de victimes du génocide perpétré pour des gains économiques, le Génocost. Cette année, la journée nationale d'hommage a été organisée au mémorial de Kinshasa, situé en plein quartier institutionnel de Tembe-na-Tembe. La journée a commencé par une série de prises de parole des responsables du FONAREV et des CIA VAR, 2 institutions étatiques créées par le chef de l'État en 2022. Dans leurs allocutions respectives, chacun des responsables a expliqué le drame que vit le pays depuis plus de 3 décennies. Le Génocost, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie, dont les silences hurlent encore. Le vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend son sens avec cet appel à l'endroit de 2 chambres du Parlement à mettre en place une résolution reconnaissant le Génocost commis sur le sol congolais. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les 2 chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Étant donné que la République démocratique du Congo est engagée dans une dynamique de reconnaissance, nous allons poursuivre ce combat. Le président de la République s'engage ainsi à poursuivre son plaidoyer avec cet appel à la mémoire, à la dignité et à la justice. Au plan international, Félix Tshisekedi promet un plaidoyer dont les démarches à mener consistent à obtenir auprès des Nations Unies cette reconnaissance du Génocost commis depuis des décennies en RDC. À la veille de l'installation d'une commission d'enquête indépendante sur les massacres perpétrés dans cette région, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide rampant, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. L'autre temps fort de cette cérémonie, c'est l'hommage à nos milliers de morts par le couple présidentiel et la visite du centre de documentation du mémorial érigé en mémoire des victimes du Génocost. Le tout premier site national qui incarne un lieu de vérité, d'histoire, qui rappelle à la communauté tant nationale qu'internationale le courage des survivants et la volonté de l'autorité suprême à panser les plaies encore béantes. Et à l'issue de la 3e édition du Génocost, quelques personnalités ont réagi au micro de nos reporters. Les cours et tribunaux congolais sont compétents à juger les crimes de génocide prévus par le statut de Rome, les crimes de génocide prévus par la Convention de 1948. La Cour militaire du Katanga en 2018 a condamné des criminels pour crimes de génocide. Et l'arrêt est là. Je souhaite que cet arrêt soit non seulement publié, mais aussi soit vulgarisé à grande échelle, pour qu'on sache qu'au niveau national, les cours et tribunaux jugent déjà des génocides. C'est un jour que nous devons faire en sorte que nos enfants puissent d'abord être bien conscientisés parce que c'est une cérémonie qui doit prendre de plus en plus de l'ampleur. Et dans les contextes actuels où nous avons ces négociations qui sont en cours et tout, le peuple congolais doit montrer qu'en réalité, la bataille que nous menons depuis un moment déjà pour la reconnaissance de ce génocide, c'est une bataille qui vaut la peine et que tout le monde doit porter au plus haut niveau. Le commentaire, c'est que nous sommes arrivés à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Comme vous le savez, nous avons été victimes de cette agression depuis 30 ans. C'est la première fois où, disons, il y a une dynamique qui est née depuis un certain temps qui fait que nous sommes en train d'aller vers la reconnaissance internationale du génocide congolais.
ce qui n'a pas été le cas depuis tout ce temps. Donc je crois que le moment est crucial et tous ces discours qui ont été prononcés lancent les bases du travail que nous allons faire dans le futur, notamment à Genève et à New York, auprès de l'Assemblée générale, pour mener un plaidoyer qui permettra finalement de reconnaître au niveau international les génocides qui se commettent actuellement en République démocratique du Congo. La journée du 2 août, le Génocost a été célébré aussi en dehors de nos frontières. Bruxelles, la capitale belge, a vibré ce samedi au rythme de la reconnaissance du génocide économique au Congo. N'est pas oublié, n'est jamais répété, commencer à guérir, plus jamais seul. Pacifique Loabea, consul général d'Anvers, et la communauté congolaise de Flandre ont commémoré le génocide à travers une messe d'action de grâce. Erudis Kitutu, Lolita Kaya. Souvenir douloureux mais nécessaire. Chaque année, la commémoration des Génocostes ravive les mémoires d'un drame qui a marqué l'histoire du pays. En cette journée survivante, familles des victimes, autorités et citoyens se rassemblent pour rendre hommage. C'est plus qu'un rappel du passé, c'est une exigence de vérité et de mémoire. À Anvers, en Belgique, le consul général Pacifique Loabea et la communauté congolaise de Flandre, ainsi que les amis du Congo, ont consacré cette journée à échanger autour du thème reconnaissance du génocide congolais et promotion de la culture de la paix. Tout a commencé par la célébration eucharistique. Prions pour les victimes afin que leur mémoire soit honorée, a dit le Père Benoît dans son homélie. Le 2 août doit être une journée de prise de conscience pour dire au monde que cela ne doit plus se reproduire. Le consul général Pacifique Loabea a mis l'accent sur la commémoration particulière de cette année 2025. L'un des moments forts de cette journée au consulat général d'Anvers était la minute de silence observée en mémoire des 43 compatriotes tombés dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier à Komanda, dans l'Ituri. Pour le consul général, la République démocratique du Congo veut et peut se relever et se reconstruire avec la contribution de tous, car elle reste une terre d'opportunités. Le consul général a donc saisi l'occasion pour annoncer le forum économique qui sera organisé au 3e trimestre de l'année en cours. À Kinshasa, le programme FITEX a reçu les candidates de la nouvelle session de formation en coupe et couture et développement personnel pour une réinsertion socio-professionnelle réussie. Ces 2 août, les différentes étapes de la formation ont été expliquées aux candidates Chimène Dodo et Patrick Bapuila. L'apprentissage de métier, une voie royale pour atteindre l'autonomisation de couches vulnérables sont fait partie de la femme. C'est dans cette logique sociale que l'équipe du programme FITEX a organisé une session de briefing d'accueil à l'intention de femmes déplacées victimes des conflits armés. L'objectif principal est de présenter le programme, ses étapes clés ainsi que les opportunités qu'il offre en matière de formation en coupe-couture, de développement personnel et d'insertion socio-professionnelle. L'émotion était palpable entre espoir retrouvé et motivation à se reconstruire, bref, faire preuve de résilience. C'est une bonne chose qu'on a fait pour nous les jeunes. On puisse apprendre, on puisse améliorer notre façon de converser, notre façon de parler et de faire des choses. Fait marquant de cette édition, 2 bénéficiaires auront l'opportunité exceptionnelle de présenter leur propre collection lors de la soirée de gala du FITEX, prévue en octobre, et qui est en somme une vitrine révélatrice de leurs talents. Notre objectif principal est de leur donner une opportunité de réinsertion sociale et économique, mais aussi surtout de créer une plateforme, une communauté de professionnels dans le secteur afin de pouvoir répondre à des demandes non seulement locales mais aussi internationales dans le domaine du textile et du prêt-à-porter. L'équipe FITEX s'engage donc à les accompagner avec bienveillance et professionnalisme.
À l'intérieur du pays, précisément à Béni, au Nord Kivu, le Génocost a été célébré. La population et les victimes des violences de droits de l'homme ont choisi ce moment pour lever la voix afin de dénoncer et de faire reconnaître le génocide commis sur le sol congolais. La justice, la réparation, l'intégrité du territoire national ont été les maîtres mots de cette journée. Merendeki. Messe d'action de grâce comme recommandé par le gouvernement congolais, puis les rassemblements à la mairie de Béni avant la procession qui a conduit la population et ses dirigeants jusqu'au cimetière de Massiani, où reposent les victimes des génocides pour des fins économiques, bref, Génocost, tué le 14 octobre 2014 à Béni et Boutimbo. La visite à Mavivi du site ciblé pour la construction du mémorial des Génocost a été de la partie. Dans son speech, la société civile urbaine de Béni plaide pour la justice et l'actualisation des listes de victimes militaires comme civiles. Le collectif des victimes de l'agression rwandaise n'a pas dérogé à la commémoration. Elle a monitoré les affres. Au nom du gouvernement, la coordonnatrice au cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu vante les potentiels congolais convoités par le Rwanda. Je rends les hommages les plus déférents au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, épris de compassion pour son peuple, a levé l'option de la reconnaissance officielle de la date du 2 août comme un jour de commémoration en souvenir de toutes les victimes dans notre longue histoire de violence au Congo. Constituer un bloc pour la protection de la République démocratique du Congo et contre sa balkanisation reste la détermination de tout Congolais en général et particulièrement celui de l'Est de la RDC. Tout à fait autre chose à présent en politique. L'Union sacrée de la nation, l'identité se dessine, le symbole prend vie, présidium au cadre, membre du gouvernement. L'Union sacrée s'affiche avec loyauté et fierté derrière la haute autorité politique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réunion est en cours et d'importantes décisions politiques sont attendues dans les prochaines heures. Robert Ndaye Tshisese, depuis le secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation, nous promet les images dans nos éditions ultérieures. En images, interpellés lors de la patrouille mixte RDC et FARDC-PNC hier vendredi, plus de 700 personnes ont été verbalisées par un officier de police judiciaire. Bien avant, elles ont été rappelées à l'ordre par le commandant intérimaire de la 14e région militaire. Tout non-respect de la loi entraîne des sanctions, leur a-t-il dit. Et Serge Mata nous en parle. Tôt dans la matinée, plusieurs unités des forces de sécurité et de défense ont investi 17 installations portuaires situées le long de la route de poids lourds. Au total, 747 inciviques ont été arrêtés, dont 27 femmes. Au cours de cette vaste opération, les forces de sécurité et de défense ont également mis la main et saisi 14 sacs de chanvre noire et plusieurs bidons de boissons frélatées pour prévenir les violences et promouvoir un environnement de sécurité. Après ces jolis coups de filet significatifs, le commandant intérimaire de la 14e région militaire et commandant adjoint chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Ilunga Kabombi Thierry a procédé à la sensibilisation de tous ces inciviques interpellés au respect des lois. C'était bien avant leur identification et audition par les officiers de police judiciaire. Vous devez savoir que chaque pays possède ses propres lois qui constituent un ensemble de règles et principes qui régissent la vie de ses citoyens et de ses institutions et sont destinés à maintenir l'ordre social. Pour l'heure, la deuxième phase de cette vaste opération est prévue dans les prochains jours. Ceci dans le but de continuer d'éradiquer les phénomènes Kuluna et les banditismes. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal dématérialisé, la correction de l'examen d'État. L'édition 2025 inaugure la technologie pour plus de fiabilité, moins d'erreurs humaines sur les résultats de l'exétat. L'inspecteur général à l'EPSP a visité les centres de correction des épreuves afin d'apprécier le déroulement. Anastasie Doumbou était dans sa suite et nous en parle. 2 jours après le déroulement de la session ordinaire de l'examen d'État,
L'heure est à la correction de ces épreuves avec l'intégration de l'intelligence artificielle, une nouveauté pour cette édition 2025. L'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté fait la mise au point après sa visite de supervision au centre de correction. L'examen d'État est une fierté nationale parce que ça a prouvé à tout le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, au Japon, que l'unité des commandements est la même. Le chef de l'État a pu imprimer une donne de l'unicité de la RDC. Dans si peu de temps, la RDC, à travers les premières provinces qui nous ont déjà transféré les malles, soit en ébullition dans la publication des résultats. Nous sommes déjà à la 3e journée officielle de passation. Elle est en train d'être scannée pour la ville-province de Kinshasa. En termes d'innovation, nous saluons aussi l'initiative de son Excellence Raissa. Nous avons décentralisé le scannage. Cette édition est une édition de rupture en matière d'antivaleurs. Nous avons utilisé des chefs de ligne consciencieux qui ont fait en sorte que l'on n'ait pas de problèmes qu'on déplorait autrefois. Ce que nous utilisons ici permet à tout scanner de faire le travail. Avec les Snot Manager, nous pouvons prendre n'importe quelle machine à scanner et on évolue dans les temps. Et avec son potentiel richesse naturelle, la République démocratique du Congo dispose de tous les moyens pour jouer le rôle de centre économique mondial. À Luanda, les investisseurs angolais et étrangers ont reconnu cette place de la République démocratique du Congo et l'ont confirmé au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, qui leur a présenté les atouts de son pays, terre d'investissement Rodépanda. Un séjour fructueux passé à Luanda, en Angola, pour le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko-Samba, avec plusieurs retombées économiques positives pour la connexion établie entre les entrepreneurs congolais du secteur privé et ceux de l'Angola. Véritable chasse croisée d'activités d'intégration économique qu'il a personnellement dirigée et d'autres par des entrepreneurs privés de ces deux pays entre eux. Luanda, un modèle de la mégapole africaine qui a réussi dans la gestion des déchets avec le concours des entreprises du secteur privé pour rendre la capitale angolaise propre. Daniel Mukoko-Samba voudrait associer les opérateurs économiques congolais qui l'ont accompagné pour répéter cette expérience angolaise et débarrasser Kinshasa, la capitale, de tous les déchets. Pour nous, c'est extrêmement important de mettre les entrepreneurs ensemble pour discuter de solutions qui feront avancer la République. La part belle a été réservée au corridor de Lubito en développement. Les entrepreneurs congolais devraient nouer des liens de coopération stratégique avec leurs collègues angolais pour la croissance économique de trois pays, à savoir l'Angola, la Zambie et la RDC. Il y a énormément d'investissements dans le Lobito Corridor, des milliards et des milliards. Mais la RDC ne sera pas réalisée sans un investissement très substantiel dans son secteur énergétique pour avancer la bénéfication des minerais. Selon le patron de l'économie congolaise, ces missions de connexion et d'intégration économique dans le secteur privé vont se poursuivre pour le bien-être des populations de ces deux pays frères, l'Angola et la RDC, qui partagent 2511 km de frontières communes et sont voués à une étroite collaboration économique. À Kinshasa, un réseau des hommes de Dieu vient de voir le jour. Il s'agit du réseau des pasteurs pour le royaume, Répare en sigle. Ce réseau se propose de projets porteurs par la création d'une coopérative et une banque d'investissement pour les hommes et enfants des dieux, vision portée par l'apôtre Jean-Claude Diambilaï. Karen Konkolongo. Au-delà de la prière, les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo ont réfléchi sur le développement de leur pays. Et pour y arriver, ils ont lancé le projet de mettre sur pied une coopérative, mieux une banque d'investissement, avec comme objectif impacter le monde des affaires et libérer la richesse spirituelle et prophétique du continent. En clair, ce réseau de pasteurs que dirige l'apôtre Jean-Clément Diambilaï, incubateur et accélérateur d'entreprises, vise à outiller les pasteurs dans leur rôle d'encadrer les troupeaux, tout en leur apportant un soutien dans leurs responsabilités. Séance tenante, plusieurs serviteurs de Dieu et chrétiens
ont adhéré à cette initiative portée par l'apôtre Jean-Clément Diambilay qui poursuit son périple à travers le monde avec cette même initiative. Échange d'expériences entre panélistes sélectionnés parmi des leaders religieux, 100% hommes de Dieu et 100% hommes d'affaires. Ces orateurs sont venus d'Afrique du Sud, de Belgique, de la France, des États-Unis d'Amérique et ceux de la RDC. En nouvelle, c'était l'attraction de Kinshasa, la Fikine d'il y a des années, au mieux des 15 premières éditions. La 47e édition foraine sous le thème La paix et l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux a été lancée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, ce samedi 10 août 2025. La grande nouveauté cette année est la volonté manifeste de la Renaissance. Une dizaine de parcs d'attractions est proposée aux visiteurs grands et petits. Eric Abamba nous revient dans nos prochaines éditions avec images à l'appui. L'axe Manterne Tchela-Singini qui traverse les territoires de Lukula et Tchela dans le bas fleuve. Nous sommes dans la province du Congo central et en pleine réhabilitation dans le cadre du programme sino-congolais. Le directeur général de l'APCS, Freddy Yodi Shembo, a visité les travaux. Il se dit satisfait. Gaëtan Magalano. L'objectif principal de sa mission étant de s'imprégner de l'état d'avancement de travaux de construction de la route nationale numéro 12 dans son tronçon compris entre Manterne, Tchela, Singini, prise en charge par le programme sino-congolais dans son volet infrastructure. Le directeur général de l'agence a visité 4 ateliers sur le tronçon. D'abord, le travaux d'assainissement de la cité Manterne, point de raccordement avec la route nationale numéro 1 au niveau du PK 113, le travaux de marquage au sol de la chaussée au PK 78, les travaux de construction de caniveau du 68 au PK 78, les travaux d'assainissement de la chaussée. À chaque point d'arrêt, Maître Freddy Yodi Shembo a reçu les explications sur l'évolution de travaux. Premier bénéficiaire de la route, la population riveraine n'est pas empêchée d'exprimer sa gratitude au président Félix Tshisekedi, initiateur du projet. Satisfait de la qualité du travail abattu, le directeur général Freddy Yodi Shembo fait le point. Mes impressions sont bonnes. C'est un travail qui a commencé et qui est en train de se poursuivre avec une détermination visible. Et donc, nous avons vraiment non seulement exprimé notre satisfaction, et nous espérons recevoir cet ouvrage selon le délai, le timing prévu. C'est par la base vie à Manterne que Freddy Yodi Shembo a terminé cette visite de travail en encourageant au cours d'un briefing toute le partie qui intervient dans l'exécution de ces projets. Le banc pupitre en production suffisante au service national font leur entrée à l'université de Lubumbashi. Après l'UNIKIN, l'UPEN et autres, les bâtisseurs apportent leur pierre à l'édifice pour améliorer les conditions d'apprentissage. C'est le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, lui-même, qui a remis ce lot des bancs aux autorités académiques de l'INULU. Cédric Enina et Tony Djouma. Tout calcul fait, c'est au total 20 camions remplis de 1000 bancs qui ont assiégé ce week-end de l'université de Lubumbashi. Fabriqués par les bâtisseurs autrefois ex-bandits urbains, ces bancs d'une qualité exceptionnelle ont été dotés à cet alma mater pour améliorer les conditions d'apprentissage et de travail, que ce soit pour les étudiants ou encore le personnel académique. Le recteur de l'INELU, Gilbert Kishiba Fitula, salue ici la performance de cette jeunesse, hier marginalisée. Un remerciement au général Kassongo pour son optimisme. Il a placé la barre haut, à hauteur de la vision du président de la République, chef de l'État. Il le voit, il envisage, il le projette comme l'interface entre l'école et la société. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, en sa qualité de fils de cette université, a promis de recevoir dans les prochains jours les étudiants pour un stage à Kanyama-Kasese. Avant de revenir sur les attaques montées de toutes pièces pour nuire à cet effort de former et transformer les ex-délinquants et qui bénéficient de l'accompagnement du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une façon pour nous de célébrer avec vous le 70e anniversaire de la première institution universitaire du Grand Katanga. Elle a produit des générations d'intellectuels et scientifiques
qui ont servi et qui continuent à servir la nation congolaise, dont votre humble serviteur, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouit, actuel commandant du service national. Le général Edi Kapende, commandant de la 22e région militaire, ainsi que les représentants des étudiants, ont salué les travaux abattus par les services nationaux. Le service national, après sa création, était pratiquement supprimé. Et donc les gens ont piétiné la pensée des Laurent. Mais aujourd'hui, le président Félix ressuscite cette valeur. Bien avant, le commandant du service national a visité l'atelier où les bâtisseurs mettent leur savoir-faire au service de la nation. À peine installés, c'est plus de 1500 bancs pupitres qui sont fabriqués ici sur place à Lubumbashi. À Kinshasa, la loi sur l'aménagement du territoire promulguée il y a peu par le président de la République rencontre l'assentiment de l'Ordre national des architectes de la RDC. Son président estime que c'est une avancée législative décisive pour la gestion de l'espace national. Chimène Dondo. Les récentes déclarations du président de l'Ordre national des architectes de la RDC en faveur de la loi sur l'aménagement du territoire témoignent d'un tournant majeur dans la gestion de l'espace national. En saluant cette loi, les architectes congolais reconnaissent l'urgence de mettre fin à l'anarchie urbanistique qui a longtemps caractérisé les villes et territoires du pays. Aujourd'hui, les professionnels du monde bâti ainsi que la population tout entière devraient s'estimer heureux parce que cette loi ne stabilisera pas seulement cette question de terre, mais la réglera également. Parce que cette dernière est une base solide pour le fondement d'une nation forte, alignée à sa destinée. Pour le président de l'Ordre, cette avancée législative est non seulement une reconnaissance d'un rôle technique et civique des architectes, mais aussi une opportunité de repenser les villes congolaises dans une logique de durabilité, d'esthétique et de fonctionnalité. Cette loi ne stabilisera pas seulement cette question de terre, mais la réglera également. Parce que cette dernière est une base solide pour le fondement d'une nation forte, alignée à sa destinée. Reste à espérer que cette loi ne restera pas lettre morte, mais qu'elle sera effectivement appliquée sur le terrain avec l'implication de toutes les parties prenantes. Car bâtir un territoire organisé, c'est aussi bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Une délégation des parlementaires du groupe d'amitié RDC-Pologne, conduite par la députée nationale Marie-Claire Kengo-Adondo, a séjourné en Pologne avec comme objectif renforcer les liens économiques entre Kinshasa et Varsovie, des rencontres prometteuses résumées dans ce commentaire. Raffermissement de leurs liens de coopération dans plusieurs domaines. Cette mission parlementaire, sous la conduite de l'honorable Marie-Claire Kengo-Adondo, présidente du groupe d'amitié RDC-Pologne, en est le signe visible. La délégation parlementaire de la RDC a été reçue par le ministre polonais de l'Agriculture, Stefan Krajewski, qui a exprimé la volonté de la Pologne de partager son expertise agricole avec la RDC, soulignant le potentiel d'une coopération renforcée dans ces secteurs clés. La délégation a également visité l'Institut de sélection et d'acclimatation de plantes pour ainsi découvrir les avancées polonaises en matière de recherche agricole et de développement technologique. En politique, à l'UDPS, les deux vétérans de ce parti, respectivement ancien président de la CDP, Victor Wakwenda et François Xavier, membres de la commission de discipline, s'alignent derrière le leadership du secrétaire général Augustin Kabouya. On fait le point avec Alain Bikaï. Les vents des frondes au sein du parti présidentiel semblent progressivement s'estomper, laissant place à un retour progressif à l'unité autour du leadership du secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya. Après les ralliements des responsables de l'école du parti, c'est désormais au tour de deux figures emblématiques de l'UDPS, en l'occurrence les doyens Victor Wakwenda et François-Xavier Tshibengabou, de faire allégeance au président intérimaire de l'UDPS, parti fondé par les regrettés Etienne Tshisekedi Mulumba.
Ces deux vétérans, compagnons de longue date du Sphinx de l'Humanité, n'ont pas hésité à répondre favorablement à l'appel à l'unité, à la cohésion lancé par le secrétaire général du parti. C'est François-Xavier Tshibengabou, membre de la Commission nationale des disciplines du parti, qui a ouvert la marche. Il a été reçu dans la résidence du secrétaire général pour un échange franc et chaleureux. À l'issue de leur entretien, il a élevé une prière en Chiluba, implorant la bénédiction divine pour guider le secrétaire général dans sa mission et les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa mission de rétablir la paix dans l'est du pays. Quant au secrétaire général du parti et président haï de l'UDPS, il n'y a pas mieux que lui pour le moment. La plupart de ceux qui les détestent sont des manipulateurs et autres cupides. Que Dieu bénisse notre nation tout entière. Quant à Victor Wakwenda, il a choisi une date symbolique, celle du 1er août, marquée par la célébration de la fête des parents, pour surprendre l'honorable Augustin Kabouya dans son bureau délimité. L'ancien président de la Convention démocratique du parti CDP a exprimé son soutien défectible et sa disponibilité à accompagner le secrétaire général avec sagesse et conseil pour la bonne marche du parti. Politique encore, poursuivant sa tournée dans la province de l'Équateur dans le cadre des vacances parlementaires. L'honorable Norbert Basengezi et Kantintima, autorité morale de l'ANC, a effectué jeudi dernier une visite dans le territoire de Bikoro. Images et commentaires. Cette entrée triomphale dans le territoire d'Inguindé de l'honorable sénateur Norbert Basengezi Kantintima, autorité morale de l'ANC, qu'accompagnait son député national, l'honorable Tonton Koy, élu de cette circonscription électorale et une forte délégation de cadres de ce parti politique témoignait d'un amour incontestable. L'autorité morale de l'ANC, à côté de son député national, était contraint par les électeurs de ce dernier d'effectuer une marche à pied dès l'entrée au territoire d'Inguindé jusqu'au bâtiment administratif, au quartier Mpongo, lieu du meeting. Dans son discours, le président national de l'ANC, Norbert Basengezi, a de prime abord remercié vivement la population pour cet accueil délirant. Porteur d'un message de paix et d'unité pour la reconstruction d'un Congo émergent et fort, l'honorable sénateur Basengezi n'a pas manqué d'amener dans sa gibecière de tôles pour l'école catholique Bissosolo, de pagnes et machines à coudre pour les mamans, de matériel aratoire, de matériel informatique pour la création d'un espace de la jeunesse. Rappelant que de Mbandaka à Inguindé, l'autorité morale de l'ANC, en bon père de famille, était obligée d'effectuer plusieurs escales, tantôt pour consoler des familles éprouvées, tantôt pour saluer la population. Après ce journal, vous suivrez en page magazine le couronnement d'un travail harassant mais passionnant, la lutte contre la délinquance juvénile à Kinshasa qui vient d'être théorisée par l'honorable Jean-Marie Lukulasi qui a défendu avec brio son mémoire à la prestigieuse université catholique avec une mention grande distinction. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kanyabayonga, dans la province du Nord Kivu et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi et Edith Chala, à la coordination Jean-Pierre Ndolo Demazou, à la réalisation Patrick Bapula et André Djeka, Yannick Yangumba au mixeur son. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Jacques Méji, demain à 7h, Bobo, Anan Mokondi, 20h, Françoise Bouela. Je vous reviens très prochainement. Au revoir et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale.